Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les ondes de la web radio du lycée Georges Imbert. Pour cette nouvelle saison de notre web radio, nous vous avons préparé une émission teintée aux couleurs de fête de fin d'année. En effet, nos reporters de terrain sont allés interroger les verriers de Meisenthal, célèbres pour leurs boules de Noël. Mais ils se sont aussi intéressés aux festivités d'Europa Park et du très célèbre marché de Noël de Strasbourg. Enfin, notre spécialiste vidéoludique vous donnera son avis sur son coup de cœur, la réédition HD du mythique Skyrim, qu'il conseille sous le sapin de chacun. Mais je cède tout de suite la parole à nos chroniqueurs. Dès que Halloween et ses décors horrifiants disparaissent, Noël prend ses aises et s'impose comme la meilleure période d'Europa Park. De fin novembre à début janvier, Europa Park nous livre un moment merveilleux avec ses décors fabuleux et nous prouve la magie de Noël. Ce parc montre cette magie à plus d'1 million de personnes chaque année. Celui-ci se transforme en un endroit somptueux grâce à ses décorations extraordinaires qui éblouissent tous les visiteurs. En dehors des décors de fin d'année, les attractions mises en œuvre permettent aux petits et aux plus grands de découvrir en famille de nouvelles sensations. Comme par exemple la motoneige qui est un moment assez comique, le patinage qui est un instant de chute mais très ludique, et puis il y a également de la luge d'hiver, une aventure à ne surtout pas louper. Ce qui peut nous pousser à vous faire aller à Europa Park, c'est la féerie qui s'y trouve. On y repart avec des étoiles dans les yeux, surtout à cette période de l'année. Noël à Europa Park est une journée inoubliable. En 1858, la grande sécheresse priva les Vosges du Nord de fruits et le sapin de Noël n'eut donc pas de pommes. Un souffleur de verre de Götzenbrück tenta donc de compenser cette injustice en soufflant quelques boules en verre. Il déclencha à lui seul une tradition qui traversera les cultures. Nous sommes allés au CIAV de Meisenthal poser quelques questions à Jan Grinenberger, le directeur. Alors Yann, comment vous est venue l'idée de produire des boules de Noël ? Les boules de Noël, on les produit ici à Meisenthal depuis 1999. Et l'idée n'est pas vraiment venue de nous, puisque c'est une tradition populaire locale qui date de 1858, puisque dans le village voisin, à Götzenbrück, de 1858 à 1964, ils produisaient des boules de Noël. Ils ont arrêté parce qu'il y a eu l'apparition du plastique, la production du verre mécanisé. Et nous, en 1999, on a réuni les derniers verriers vivants qui les avaient fabriqués. Ils nous ont appris la manière de les faire, on a sauvé ce savoir-faire, on a simplement relancé cette ligne éditoriale de boules de Noël. Donc c'est vrai qu'on ne les a pas inventées, on a simplement respecté une tradition qu'on a relancée. Comment sont fabriquées les boules ? Alors comment sont fabriquées les boules ? Nous avons différents modèles, des boules traditionnelles, rondes, des petites boules figuratives qui reprennent des formes anciennes comme des petites pommes de pin, des pommes, des grappes de raisin, et on a des boules contemporaines. Alors il y a différents modes de production, soit c'est soufflé de manière libre, sans outils, parfois c'est soufflé dans un moule, on fait de la couleur soit directement dans les pots, le verre en fusion, soit par d'autres procédés. En tout état de cause, le principe général, c'est qu'un verrier, à l'aide d'une canne, prélève du verre en fusion dans un four, le travaille avec des petits outils et à un moment donné vient souffler cette masse de verre dans un moule pour lui donner la forme finale. Ensuite, il y rajoute une petite collerette en verre pour avoir cette fonction d'attache. Combien de souffleurs travaillent sur le site ? On a différents types de verriers. On a des verriers confirmés qui ont 20-25 ans d'expérience. On a aussi beaucoup de jeunes verriers, soit jeunes verriers dans notre structure, soit des stagiaires qui font actuellement des CAP ou des brevets des métiers d'art. En vitesse de croisière classique, tout au long de l'année, on a 17 salariés, dont 8 souffleurs de verre. Et là, à Noël, on double quasiment toutes les équipes pour la vente, la représentation extérieure et évidemment aussi à l'atelier, puisqu'on a une quinzaine de souffleurs pour la période de Noël. Comment sont sélectionnés les créateurs ? Alors chaque année, depuis 2001, on sort un modèle contemporain, une nouvelle boule qui est dessinée et créée, imaginée par un designer qui a cette volonté d'essayer de réutiliser le solfège technique propre aux fabrications des boules de Noël, mais pour raconter autre chose, pour nous raconter une autre histoire d'objet. La sélection de ces créateurs se fait d'année en année, soit par une présélection en amont, c'est-à-dire dès le mois de janvier, on sélectionne 3 designers, on les invite à Meisenthal, on leur fait visiter nos installations, on leur explique toutes les problématiques de la production de boules de Noël, et puis on choisit après le meilleur projet. On a déjà fonctionné aussi avec un appel à projet un peu plus ouvert,
sur 50 designers en Europe. C'est un peu plus compliqué à gérer, mais voilà, on demande à des créateurs de nous proposer des projets et on rebondit sur celui qui nous plaît le plus. D'où vient la créatrice cette année? La nouvelle boule de Noël 2016 a été créée par une designer qui s'appelle Raphaël David, qui est originaire de Bourgogne mais qui vit à Paris, et qui est une designer qui, lorsqu'elle est venue nous voir en début d'année, a pris vraiment la dimension du patrimoine de Meisenthal en visitant le musée, en s'intéressant à l'histoire du village, et a découvert au musée que dans cette unité de production de Meisenthal qui a fermé en 1969, un des best-sellers était la production de presse citron. C'est un objet qu'elle adore, elle l'associe à la fête, à la camaraderie. Et donc son idée a été de dire, j'adore cet objet, il a fait partie du patrimoine verrier de Meisenthal. Comment je pourrais lui faire changer de vie, lui faire raconter autre chose? Et donc elle a déconstruit un peu un presse citron de Meisenthal, elle l'a réassemblé un peu différemment. Et elle lui a fait sa fête pour la transformer en une boule de Noël qui s'appelle Fizz, un objet de déco qui reprend les codes du presse-citron. Une manière un peu d'exhumer un objet qui vit d'habitude dans un vaisselier, qui est un petit objet ouvrier, qui est fonctionnel, qui est un ustensile d'art ménager, et lui faire changer de vie et lui donner, pour un hiver au moins, l'occasion de se mettre en lumière sur un sapin de Noël. La nouvelle boule coûte 19 €, valent-elles leur prix? Effectivement, les boules de Noël de Meisenthal sont un peu plus chères que des boules de Noël que l'on peut trouver en grande surface, qui sont produites de manière industrielle, en général en plastique, qui comportent aussi des choses qu'on ne voit pas. C'est une dette sociale derrière, parce que par qui c'est fabriqué, dans quelle partie du monde et dans quelles conditions. Il y a peut-être aussi des dettes écologiques derrière ces très beaux prix. Nous, les tarifs aussi entre 12 et une trentaine d'euros pour les boules les plus compliquées. La nouveauté, la contemporaine en coûte 19. C'est sûr que ça peut paraître cher, mais combien de personnes sont heureux de s'acheter une boule de Noël de Meisenthal par an, de se faire une vraie petite collection? Un prix comme ça se justifie largement. Vous savez, pour faire fonctionner nos 2 fours de fusion toute l'année, on en a pour 100 000 € de gaz. On est une équipe de 17 personnes permanentes qu'il faut payer. La chance aussi, c'est que nous, on fait que de la vente directe. Donc, le prix qui est affiché là serait largement doublé si on devait passer par des revendeurs ou des boutiques qui ont aussi leur marge à faire. Donc effectivement, ce ne sont pas des objets donnés, mais lorsqu'on achète une boule de Noël de Meisenthal, on n'achète pas un prix, on achète une esthétique, une fonction décorative, mais on ramène à la maison un morceau de magie de ce savoir-faire qui existe depuis 300 ans. Et c'est des objets qui sont porteurs de sens et qui ont un supplément d'âme indéniable. Donc voilà, pour 19 €, se ramener un beau morceau de rêve à la maison, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus cher. Pour ceux d'entre vous qui passeraient par Célestat ces vacances, allez admirer le magnifique lustre à l'église Sainte-Foy. Avec les équipes techniques de Célestat, on a monté dans l'église Sainte-Foy un dispositif qui est entre une suspension, une installation artistique et un lustre, qui est composé de presque 200 boules de Noël Vroom et qui est éclairé par le dessous et qui donne vraiment un objet à voir et à vivre assez incroyable. On peut assister aux démonstrations de fabrication des boules de Noël à Meisenthal avec tout le site verrier, mais on attache aussi beaucoup d'importance à travailler avec un réseau régional de structures culturelles. Ça peut être des musées, ça peut être des offices de tourisme, des villes, mais c'est vrai que dans toute l'Alsace, très régulièrement, les boules de Noël sont utilisées comme élément de scénographie pour faire vivre une vitrine, un showroom ou bien une exposition. Donc une belle manière aussi de partager notre savoir-faire avec le plus grand nombre. Le CIAV a-t-il des projets pour plus tard? Alors le site verrier de Meisenthal est devenu une friche en 1969 et au fur et à mesure des années, des équipes se sont mobilisées pour créer le musée, la grande halle verrière avec les spectacles, les concerts, le centre d'art verrier. Et bon an, mal an, ce site s'est reconverti en un site touristique, culturel, qui accueille aujourd'hui 60 000 personnes. On est presque 50 ans après la fermeture, en 2019, et pourtant il n'est pas encore totalement réhabilité. On est aussi dans des structures et des bâtiments qui commencent à devenir étroits, les coutures craquent, les activités augmentent, mais la place n'est plus au rendez-vous. Donc la communauté de communes du Pays de Bitche, avec plein de partenaires financiers, le ministère de la Culture, la région Grand Est, le département, se mobilise depuis quelques années pour entrevoir la perspective de Meisenthal en 2020
Et c'est pour ça qu'on a un grand projet de réhabilitation qui va coûter en tout 12 millions d'euros et qui verra l'atelier du CIAV s'agrandir, qui verra le musée doubler ses surfaces d'exposition, qui verra l'installation d'une cafétéria et d'une nouvelle boutique, d'une salle de concert pouvant accueillir 700 personnes debout, 300 assises. Et donc vraiment la mise en place d'un outil touristique, culturel, patrimonial majeur, non pas juste à l'échelle du parc des Vosges du Nord, mais à l'échelle de la grande région et peut-être même de l'Europe à terme, puisqu'on est identifié aussi grâce à des partenaires prestigieux comme le musée Lalique ou le musée Saint-Louis. Et à terme, ces trois structures vont vraisemblablement composer une source d'attraction touristique majeure. Le marché de Noël de Strasbourg est l'un des marchés les plus populaires de France. Malgré les menaces terroristes, le marché de la capitale alsacienne est maintenu, cependant avec une sécurité affinée, a annoncé le maire. Depuis 2 ans, le marché de Noël a été placé sous haute surveillance, poste anti-intrusion. Des fosses ont été aménagées sur les voies du tramway pour obliger les véhicules à ralentir. Le stationnement est interdit, sans dérogation, bouché par les forces de l'ordre. Il est donc préférable de s'y rendre en tram, train ou encore même à vélo. Donc, à tous les amoureux du marché de Noël de Strasbourg, n'hésitez pas. Surtout que le sapin de Noël s'illumine à nouveau durant les 4 semaines de l'Avent. 2 millions de visiteurs sont attendus du monde entier, en toute sécurité. Bon marché à tous et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Skyrim, le 5e jeu de la saga des The Elder Scrolls. Édité et développé par Bethesda Softworks, cette saga se déroule dans un univers fantastique, même si le 5e jeu s'inscrit plus dans de la dark fantasy. Ce dernier est sorti le 11 novembre 2011, et la version remasterisée est sortie le 29 novembre 2016. À sa sortie, Skyrim a impressionné de par ses graphismes et son contenu titanesque d'environ 400 heures de jeu. Comme le montrent ses plus de 20 millions d'exemplaires vendus en 2 ans, les graphismes de la version originale restent appréciables en 2016, mais la version remasterisée vient corriger ses petits défauts, qui pour moi est un véritable rafraîchissement. Skyrim reprend le gameplay de ses prédécesseurs, simple mais efficace selon moi, même si on peut lui reprocher sa lenteur et certains mécanismes durs à prendre en main la première fois qu'on y joue. La personnalisation est au rendez-vous, que ce soit pour notre race, notre apparence ou notre style de combat, tout n'est déterminé que par nous. L'histoire commence avec notre personnage qui se réveille dans une charrue de l'armée. Cette charrue l'amène à son exécution qui, heureusement, est annulée à cause de l'attaque d'un dragon, Alduin. Après quelques péripéties, on se rend compte que notre personnage est l'enfant de dragon, c'est-à-dire une personne qui a le sang et les pouvoirs draconiques. Et ainsi va notre aventure pour tuer Alduin et sauver le monde. L'histoire est certes courte et pas très originale, mais c'est compensé par le nombre astronomique de quêtes secondaires. 4 guildes en eux-mêmes rajoutent des histoires et d'autres quêtes secondaires. Les DLC, le contenu additionnel, rajoutent respectivement une histoire autour des seigneurs vampires et de leur combat contre la garde de l'aube, les chasseurs de vampires. Dans ce DLC, l'on peut choisir notre camp. En somme, ce DLC a une bonne histoire, mais au regret de beaucoup de joueurs est assez court. Le deuxième rajoute des maisons à construire et des enfants à adopter, ce qui je trouve plutôt anecdotique. Et pour finir, le troisième rajoute une île, avec des quêtes secondaires, des lieux à découvrir et une quête principale intrigante et intéressante. Solstheim, l'île du DLC, fait partie de Morrowind. Morrowind est la contrée des elfes noirs et des hommes lézards, nommés Argonautes, qui ont en partie envahi Morrowind. Le paysage est spécial, recouvert de cendres, avec des champignons géants par-ci par-là. Morrowind a un bestiaire nouveau et rafraîchissant. Cette contrée est dirigée par différentes familles. Cette émission se termine et nous vous remercions de nous être toujours aussi fidèles sur nos pages officielles Facebook et YouTube. Toute l'équipe de la web radio du lycée vous souhaite d'excellentes vacances et de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour de nouvelles chroniques.